Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Je suis avec Colin. Alors Colin, salut, si je me trompe pas, c'est ton premier épisode de la saison 3 hein, cette année. Exactement, c'est mon premier épisode de la saison 3. Salut à tous. C'est mon premier épisode, j'étais pas là pour les 3 ou 4 premiers épisodes, désolé. 5 premiers même. J'étais un peu en vacances et puis j'avais des révisions, donc voilà. Mais là, c'est fini, donc maintenant je suis disponible et vous me verrez plus souvent normalement. Alors avant de voir Colin, vous allez déjà l'entendre ce soir. Ouais, Et puis, exactement. Ouais. je suis avec Varam aussi. Salut Varam. Salut les gars, salut l'équipe, salut tout le monde. Alors, le programme de ce soir, messieurs, il est assez alléchant puisqu'on n'a pas un, mais 2 matchs à débriefer. Et puis, pour pouvoir vous servir un bon débriefing, enfin 2 bons débriefings, on a choisi de ne pas mettre de coin SFL et de pas faire le briefing du prochain match puisqu'il y aura quand même encore un épisode qui paraîtra la semaine prochaine, dimanche soir. Et du coup, bah, fallait qu'on garde aussi un peu de contenu sur cet épisode puisqu'il y aura pas de match à débriefer, pause internationale oblige. Donc ce soir, on va s'intéresser bien évidemment au match du 25 août qui nous a opposé au FC Vaduz Salam-Aladière et du match du 31 août où on s'est déplacé du côté du stade municipal pour y affronter Yverdon Sport. Voilà, on va bien évidemment y aller de manière chronologique. Donc messieurs, je vous propose qu'on passe au premier débriefing. Donc, le 25 août, c'était, il faut bien que je fasse mes calculs, c'était la 5e journée, hein, de Challenge League et puis, c'est le FC Vaduz qui s'est déplacé, à cette occasion à la Maladière. Un FC à Vaduz qui avait à ce moment-là aussi, fait un très bon début de championnat. Le début de championnat de Xamax, c'était honnête, mais celui de Vaduz, c'était vraiment canon, hein. Au moment où ils se sont présentés à la Maladière, ils avaient 3 victoires pour, 1 match nul. Donc voilà, c'était à nouveau un gros morceau, à la Maladière. C'était le deuxième gros morceau, on va dire, après le déplacement du côté du Brugglifeld et puis, voilà, ce match, il s'est achevé, comme vous le savez, sur le score de 1 partout. Donc on va déjà voir les réactions de nos auditeurs. Alors on a P9 qui nous dit: «Pas mal, mais pas suffisant». Grégoire nous dit: «Ouf, 1 point, 2e mi-temps très dur à regarder». L'autre Grégoire qui nous dit: «2 points de perdus». Thomas qui nous dit: «Nul comme le score». Donc visiblement Thomas, c'est pas notre animateur, hein, mais il a pas trop aimé le déroulement de ce match. Notre animateur Sam, lui, nous dit: «J'ai vu du bon en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on s'est fait chier». Et puis on a Alain qui nous dit: «1 point, c'est bien, mais il y avait de la place pour 3 points et coaching perdant». Donc, bah, on va commencer peut-être par ça, par le coaching finalement, c'était un week-end anglais, on va dire une semaine anglaise globalement avec 3 matchs, sur un espace-temps de 9 jours, mais surtout 2 matchs en 4 jours. Donc il y avait quand même, voilà, besoin un petit peu de faire tourner les effectifs et puis, bah, Anthony Breza a fait plusieurs choix. Alors, le premier choix qui était, je dirais, assez fort, c'était de laisser sur le banc le capitaine Erissa Bedini au profit de, Diogo Caraco, nouvelle recrue fraîchement débarquée du Lausanne Sport dans le milieu de la se ouais, non, l'officialisation s'est faite, le jour même, en fait, hein. On pense que les choses se sont réglées entre le vendredi et le samedi. La demande avait été faite auprès de la SFL, mais, il a été officialisé, juste, 4-5 heures avant le coup d'envoi de ce match. C'était un des premiers choix, forts. Le deuxième choix fort, c'était de titulariser Michael Facchinetti, sur le côté gauche au profit de Jonathan Fontana, enfin au détriment plutôt de Jonathan Fontana et puis, pour la première fois de la saison, nos 2 centres avant, Koro Koné et Shelkim Demassai ont joué d'entrée de jeu. Donc, ben, voilà, quand on a besoin de garder un petit peu des forces en 4 jours, Osvaldo, c'est assez logique de faire des choix et de faire un petit peu tourner l'effectif aussi quand même. Non, c'est logique. Maintenant, puisque tu en as parlé, c'est vrai que c'est la profondeur d'effectif pose quand même une question quand
pour faire tourner l'effectif, tu es obligé de titulariser un joueur qui a été officialisé moins de 12 heures avant. C'est un petit peu. Moi, j'avoue que c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu. Enfin, qui m'a surpris sans me surprendre. Mais ça en dit long sur la profondeur de notre effectif, quoi. Ouais, alors effectivement, je pense que, alors Diogo Carracco, on l'a vu, hein, sur ce match et puis, aussi sur le match d'Yverdon que physiquement il est prêt. Il a fait toute la préparation du côté du Lausanne Sport. Mais par contre, on peut aussi raisonnablement penser que ça va lui prendre encore, 2-3 semaines avant de construire une vraie alchimie avec ses coéquipiers, puis de se fondre dans ce vraiment dans ce collectif. Donc voilà, des choix forts, mais disons qui étaient aussi motivés par le fait d'éviter les blessures, hein, durant la semaine là. Avant le match contre Carouge, le club a malheureusement dû annoncer la longue absence de Jetmir Krasniqi. C'était peut-être même déjà le match avant, en fait, hein. Donc voilà, on veut aussi éviter d'avoir des blessures graves, dans l'effectif et c'est en faisant tourner quand on joue 2 fois en 72 heures. Donc voilà, c'était important aussi qu'Anthony Breza fasse des choix et il en a fait sur ce match. Alors Colin, j'espère que tu es pas arrivé en retard, à ce match. Il fallait pas arriver en retard puisque à la 2e minute, c'est l'ouverture du score déjà pour Xamax. 3e minute, hein, je crois. Ouais, exactement. 13e minute, sur une action offensive d'abord menée par Demachai qui élimine un défenseur et puis qui ensuite frappe parée par le gardien de Vaduz, Shafran, je sais plus, Shafran, c'est ouais. plus ouais, Shafran, mais repris, qui n'arrive pas à arrêter quand même dans les mains. Du coup, elle retombe dans les pieds de Koné, qui la met au fond et ça fait 1-0 pour Xamax dès la 3e minute du temps de jeu. Donc à ce moment-là, quand on voit ça, on se dit ça part bien. On espère que ça va continuer comme ça. Ouais, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, le travail de Koné, hein, il est à l'origine, hein, il reçoit le ballon, on va dire à 40-50 mètres des buts, dos au but et puis, il fait un superbe contrôle orienté et il lance des Masai qui étaient sur le côté et ensuite, ben, voilà, en renard des surfaces, il poursuit l'action et puis, il est au rebond parce que, je l'ai souligné au début, Anthony Breza avait choisi de titulariser les 2 attaquants de pointe et je pense que si on joue avec un seul attaquant de pointe, Varane, ce but, il y a personne pour reprendre le rebond de Demassai, à mon avis. Bah, disons que ça dépend qui est-ce qu'on met en 9,5 derrière l'attaquant nominal. Après, moi, sur cette question-là, c'est vrai que moi, je suis un peu plus fan d'avoir un attaquant puis d'avoir un 9,5 derrière plutôt que deux attaquants. Après, c'est une question de goût avant tout, je pense, parce que Size, il a mis un peu des buts de cette. Il me semble qu'il en a mis un peu comme ça aussi. Donc après, je pense que ça dépend. Maintenant, quand on a deux attaquants, ben voilà, ça peut permettre ce genre de choses et ce genre d'action. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on ait deux attaquants, on a quand même eu de la peine à remplir, on va dire, les 16 mètres adverses. Même s'il y a eu des phases de jeu intéressantes, surtout dans le premier quart d'heure. J'ai bien aimé le pressing xamaxien dans le premier quart d'heure, parce que c'est là qu'on a réussi à embêter sérieusement Vaduz sur tout le match. Et puis c'est pas non plus anodin et c'est pas non plus le fruit du hasard si on a réussi à marquer d'emblée, parce que vraiment j'ai trouvé que les 15 premières minutes étaient vraiment très bonnes. Ouais, c'est ça, hein, on a quand même laissé le ballon à Vaduz, mais on arrivait à les presser, à les gêner et ils ont pas vraiment été dangereux. La première incursion, vraiment très dangereuse de Vaduz, ben, elle arrive, à la quoi? 16-17e minute et puis il s'en est fallu d'un rien pour que, ce diable de Dantas, on va le dire, parce qu'on l'a beaucoup vu sur ce match, ne puisse, égaliser, on va dire, un magnifique extérieur du pied qui passe d'un rien à côté, Osvaldo. Ouais, là, pour le coup, la défense, elle est assez facilement mise hors de position par un ballon en profondeur qui arrive à la base de la part de Dantas et qui se retrouve ensuite magnifiquement placé à l'entrée des 16 mètres pour placer cet extérieur pied gauche. Bon, on peut imaginer que si elle est cadrée, peut-être qu'Omer Agic est dessus, mais en tout cas, la défense, elle est déjà
largement hors de position et largement en retard sur cette Ouais, en phase de fait, jeu. il y a un rebond, hein, sur Omeragic renvoie le ballon et moi, je suis un peu plus catégorique que toi. À mon avis, si elle est cadrée, il est pas dessus. Parce qu'on voit très bien sur le ralenti, pas l'action en elle-même, mais le ralenti qu'au moment où le ballon passe à côté de lui, et ben, il a pas plongé, en fait. Donc si le ballon est cadré, c'est goal, sûr. Je me mouille un Ouais, peu, hein, là, Osvaldo, mais ouais, ouais, ouais. il est pas proche de l'arrêter. Alors il l'aurait arrêté si l'attaquant lui avait tiré dessus, mais s'il avait, on va dire, s'il avait 5 centimètres de plus, sur, sur sa droite à lui, donc sur la gauche de Meragic, donc il était pas dessus et elle rentrait parce qu'il plonge avec un temps de retard. Je pense que même où la frappe part, s'il part dans le bon tempo, il peut la toucher, mais il part pas dans le bon tempo. En même temps, voilà, il fait un arrêt, il est au sol, il doit se relever, il doit prendre l'information, mais pour le coup, voilà, l'égalisation, elle doit plus finalement un peu à la chance et puis au fait que Dantas, il prend vraiment beaucoup, beaucoup ce ballon de l'extérieur du pied gauche et puis voilà, le ballon fuit, le poteau, voilà, heureusement pour nous et puis, à la 28e et bien, cette fois, c'est nous qui allons un peu manqué de malchance et puis il s'en est fallu de rien pour que Seydoux double la mise, Colin. Oui, tout à fait, on a Seydoux qui a tenté de frapper. Attends, faut que je revoie l'action parce que ça Ouais, ça ouais, me ça m'échappe un peu. un bon service de Qu'est-ce Ben Seguir et Seydoux Ah oui! prend, ouais. Ah oui, effectivement, donc on a Ben Seguir qui a fait un sacré match à part ça. Mais oui, Seydoux qui frappe et là, ça touche le montant, c'est juste. Je me souviens effectivement, on n'est pas passé loin de mettre le 2-0, ce qui nous aurait bien mis à l'abri, on n'aurait pas dit non. Mais de nouveau une belle action créée et si je peux souligner, j'ai déjà dit, mais Ben Seguir qui est justement, qui permet qui trouve cet espace avec Seydoux, ça nous permet justement il nous a vraiment permis d'être assez, dangereux offensivement pendant le match, j'ai trouvé. Même s'il y a des moments où il a pas trouvé ses coéquipiers, Ben Seguir, ça a quand même été un sacré atout pour nous. Mmh. 1-0, à la mi-temps, ben, on est un peu partagé parce que, ben, Vaduz a beaucoup eu le ballon, mais ils se sont pas créés à part cette frappe de Dantas, il y a pas de grosse occasion. Xamax marque un but, touche une fois du bois. Ouais, au final, voilà, avoir la possession garantit pas d'être devant au score et finalement, voilà, le plan de jeu est assez bien appliqué Varane à la mi-temps. On mène 1-0 et voilà, le match, est bien emmanché. Non, mais clairement, moi je pense que sur la première mi-temps, moi j'ai même apprécié, je dirais globalement, Xamax. Alors le premier quart d'heure a vraiment été excellent. Comme je l'ai dit avant, je trouve qu'on a très bien pressé, on a gêné Vaduz qui avait beaucoup de peine à construire. On a même trouvé ce but rapidement avec Koro Koné. Et puis la dernière demi-heure, moi j'ai trouvé que alors, le pressing était moins présent. Bon, parce que je pense qu'on peut pas garder cette intensité non plus sur toute une mi-temps. Par contre, je trouvais que le plan de jeu était en place et puis on a réussi à placer quelques banderies, notamment avec Sédou. Il y a aussi une action où je crois que c'est Demassai qui centre à peine un peu trop profond et je crois que c'était Koné qui est à la réception, qui arrive avec un tacle en glissant, mais il est trop court. Et je pense qu'avec un peu plus de justesse technique et ce plan de jeu, ça aurait pas été, à mon avis, immérité, ça aurait pas été utopique qu'on parte à la pause avec 2 buts d'avance. Et je pense que c'est à ce moment-là où on rate un petit peu le coche sur l'ensemble du match, parce qu'après on analysera un peu plus la deuxième mi-temps. Mais c'est dommage parce que il a manqué souvent la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Oui, ou alors dans le cas de Sédou, il a manqué le dernier geste. Mais avec un peu plus de justesse technique, je pense qu'on aurait pu aller largement à la mi-temps sur le score de 2-0. Et je pense pas que ça aurait été immérité parce que on a complètement fait déjouer Vaduz. Et bah voilà, je pense que quand on est critique, on le dit, mais quand on voit des belles choses, on le dit également. Et je pense que cette première mi-temps, pour moi en tout cas, à ce moment-là du match, en tout cas, j'étais clairement satisfait de ce que j'ai vu.
Ouais et puis, voilà, en deuxième mi-temps, changement de décor, hein, quand même. Alors c'est clair que Vaduz était venu avec un état d'esprit conquérant. Ils allaient pas se contenter évidemment d'une défaite, donc ils voulaient, à tout prix ramener quelque chose. Donc pour ça, ils devaient se montrer un tout petit peu plus tranchants parce qu'on l'a dit en première mi-temps, ils ont pas forcément réussi à nous mettre hors de position. Donc logiquement, ils se sont portés un petit peu plus vers l'avant et puis, dès la 52e, voilà, sur un magnifique centre au cordeau, je crois, de notre ami, Seiler, si je me trompe pas. Heu, non, c'est une espèce de centre-tir de Montsberger, leur attaquant autrichien et là, il manque, vraiment, on va dire, 1 ou 2 pointures à Akinola pour conclure. Là, pareil, Omer Agic, s'est lancé un peu trop tard, il était battu. Un plat du pied, à mon avis, ça finissait dedans. Et puis ensuite, à la 57e, là, Osvaldo, on va apprécier le grand geste le geste de classe de Yoann Epito pour ce qui sera peut-être un des sauvetages défensifs hors gardien de l'année, Osvaldo. Ouais, ouais, parce que là, il sauve vraiment la baraque, hein, pour le coup. C'est le ballon là a passé Omer Agic, il est complètement cadré et il a la présence d'esprit de tendre la jambe gauche, si je vois bien, Tout à fait. où effectivement il sauve vraiment il sauve vraiment la mise in extremis et ouais, un sauvetage vraiment, indispensable parce que pour le coup là, on a la certitude que Omer Agic était complètement battu et le ballon était cadré, hein. Donc il y a la jambe de Pito n'est pas là, c'est but. Ouais et Ça en a même fait, c'est un grand geste de grande classe, oui, Colin? Je dis, ça a même été limite le highlight du match parce que c'est le geste qu'on a le plus vu sur les réseaux ensuite, le sauvetage d'Epito, avec Blue et tout ça, donc je trouvais qu'effectivement, geste de grande classe de Yohan. Ouais, alors pour moi qui jouais défenseur dans ma modeste carrière de footballeur, j'apprécie toujours ce genre de geste et il c'est totalement volontaire, en fait. On voit au moment où il se lance, il analyse et il voit qu'il peut encore la dévier avec sa jambe gauche, donc il la laisse en extension et il veut totalement, faire ça et c'est vraiment un sauvetage, magnifique, quoi. Donc voilà, en plus elle est hors de portée. Il y avait encore un attaquant qui potentiellement pourrait reprendre le ballon, mais il la lui met aussi hors de portée. Ça se passe en une fraction de seconde, donc ouais, vraiment on loue souvent les magnifiques gestes offensifs qui amènent des buts ou qui sont à la conclusion de buts, mais là, il faut aussi souligner les gestes de grande classe, qui on le dira après, mais qui vient aussi ponctuer un excellent match de Yoann Epito. Donc voilà, mais on est dans une phase où on voit beaucoup Vaduz, un peu moins que Samax, hein, encore une alerte au niveau de la 64e minute et puis, voilà, ce qui devait arriver arriva à la 76e, c'est l'égalisation et qui d'autre que ce diable Dantas pour, égaliser Varane. Alors effectivement, donc Dantas a clairement été le meilleur Liechtensteinois lundi soir. Ça a été l'homme à tout faire, le numéro 10. Il a touché énormément de balles. Mais malheureusement, sur ce but, il faut revenir sur la faute que Sidibé fait, parce que là, c'est Mmh. vraiment une faute très, très, très naïve. Euh, Là, ce qu'il aurait dû faire, c'est simplement accompagner l'attaquant de Vaduz sur la ligne de fond simplement, alors qu'il n'est pas du tout dépassé, hein. Donc là, il aurait dû l'accompagner. Et là, il fait une faute qui sert strictement à rien. Et en plus, coup franc très bien placé, excentré mais très très proche. Et puis là, ce qui se passe, c'est que Dantas met une balle vraiment vicieuse, une balle assez tendue qui passe dans une forêt de jambes d'à mi-hauteur. Et là, il n'y a personne qui la touche. Et puis elle va directement dans le filet, dans le petit filet opposé. Et puis malheureusement, c'était dans l'air, puisque en deuxième mi-temps, on a complètement fait arrêter de jouer. On est rentré dans un espèce de faux rythme, comme ça nous arrive parfois. Et puis malheureusement, voilà, ce but tombe un peu comme un fruit mûr parce qu'on le sentait venir quand même depuis quelques minutes. Alors, tout comme Koné, en fait, Sidibé, du coup, il est au début et à la fin de l'action puisqu'il y a quand même un joueur qui la touche, hein. Je suis d'ailleurs surpris que la ligue n'ait pas transformé ce but en autogol parce que, je sais pas si vous avez revu, mais à mon avis, si Sidibé ne la touche pas et elle finit pas au fond cette balle, hein.
Elle finit pas au fond, alors peut-être qu'elle va toucher le poteau ou autre, mais je vous invite, aussi, chers auditeurs, à aller revoir l'action et en fait, Sidibé, il veut dégager la la balle et puis elle lui vient dessus, il veut la dégager et puis en fait, il lève sa jambe gauche qui est son bon pied, elle lui rebondit sur la cheville droite. Donc voilà, la première action que tu décrivais, Varane, qui amène le coup franc et ce but, on voit bien que Sidibé a les qualités d'un numéro 10 et pas d'un défenseur central, hein. Donc donc voilà, je voulais quand même souligner effectivement, mal joué sur l'action du coup franc et mal joué aussi derrière. Parce que pour un gaucher, en plus, elle était pas très, très compliquée à dégager cette balle. Donc malheureusement pour, Ismaël, ce but, il est pour lui, il est doublement pour lui, on va dire. Et puis, jusqu'à la 84e avec une tête un petit peu molle de, notre ex-capitaine Yeridon Berisha, si je m'abuse. On pouvait craindre le pire, hein, on pouvait craindre que, voilà, que Xamax soit ultra, ultra dominé pendant les dernières minutes et au contraire, les entrées, finalement de d'Aimé et de Streit, aussi celles de Autier ont amené un peu de dynamisme, devant et puis, sans avoir vraiment des grosses ouais, il y a eu quand même une occasion, hein, avec un bon appel en profondeur et un centre tir de Démé, qui est sorti de justesse. Mais on n'a pas trop tremblé dans les dernières minutes et c'est plutôt nous qui avons des regrets à la fin de ne pas avoir marqué le 2-1. Pourtant les 10 dernières minutes étaient plutôt pour ça, Max Colin. Oui, bah, Xamax s'est quand même un peu réveillé et on a notamment, cette occasion avec, Dème, qui va dans la profondeur et qui fait une passe au centre et il y a malheureusement personne pour la reprendre. Enfin, on est un peu trop en retard sur l'action. Après, il faut dire un truc, pour moi qui étais au match et au stade, après le but de Vaduz, on s'est quand même, je sais plus si c'est avant ou après, mais on s'est quand même pas mal endormi pendant il y a eu au moins 10-15 minutes où il Mmh. s'est pas passé grand chose. Faut dire ce qui est. Et le but de Vaduz, c'est un peu réveiller les 2 équipes. Et effectivement, avec les changements d'Anthony Breza, Xamax a proposé un nouveau contenu offensif, mais qui malheureusement n'aura pas suffi. Mais c'était déjà un peu mieux. Mais c'était quand même, il s'est pas passé non plus beaucoup de choses pendant cette deuxième mi-temps, à part Vaduz qui a plus poussé que Xamax, personnellement. C'est l'impression que j'avais au stade. Ouais, voilà, un score final. Alors avant de passer au on a aimé, on a moins aimé, je vais poser une petite question un petit peu piège parce que c'est sur ce match, c'est typiquement le genre de question qui se pose. Osvaldo, pour toi, c'est un point de pris ou c'est 2 points de perdu ce match contre Vaduz? Alors, par rapport à l'entame de match, par rapport à la, ouais, à la manière qu'on a eu de l'aborder, on a loué la première mi-temps, comme c'était juste que ce soit. C'est 2 points de perdu parce que tu peux tirer plus de la première mi-temps et que disparaître dans ces proportions-là dans le jeu en deuxième mi-temps, c'est quand même assez grave. Maintenant, sur la fin du match, honnêtement, tu peux t'estimer heureux, vu les dernières occasions que s'est procuré Vaduz, de partir avec un point. Mmh. Varam, un point de perdu pour toi ou 2 un point de pris ou 2 points de perdus? Pour moi, c'est 2 points de perdus parce que je pense qu'en première mi-temps, il y avait la place pour mettre, le but du chaos et puis que surtout qu'en deuxième mi-temps, on a complètement fait arrêter de jouer donc c'est franchement dommage et puis, d'autant plus que, à la fin sur l'action avec, Démé, on a vu que, ben, quand on s'est remis un petit peu à jouer et puis à être de nouveau beaucoup plus, propositif, bah, on a eu cette action-là donc oui, frustrant, évidemment parce qu'on a en deuxième mi-temps, on a voulu, conserver ce but, davantage et moi je suis convaincu que si on avait risqué un tout petit peu plus, comme on l'avait fait en première mi-temps, moi je pense qu'on aurait mis, le deuxième et qu'on se serait mis au chaud donc frustration, clairement. Donc Colin, toi tu vas faire basculer du coup un point de pris ou 2 points de perdus? Oh, moi, je dirais un point de prix face à Vaduz. On avait bien assuré face à Carouge avec le 2-1, mais là, face à Vaduz, c'était vraiment une physionomie de match différente.
pour avoir été au stade les 2 fois. On a clairement vu 2 Xamax différents et puis, là, Xamax a quand même dû tenir, surtout sur la fin, surtout sur, la 2e la fin de la 1re mi-temps, puis la 2e mi-temps. Donc pour moi, j'irais plus sur un point de prix et puis, c'est juste, quoi. Parce que pour moi, Vaduz aurait pu enchaîner sur une 4e victoire, et se rassurer encore plus. OK, C'est un peu un très faux bien. pas pour eux, je trouve. Ouais, OK. Alors, Osvaldo, qu'est-ce que tu as aimé sur ce match? Bah, j'ai bien aimé une énergie que j'ai pas souvent vue quand même dans les entames de match de l'équipe depuis le début de saison. Parce que c'est vrai que concrétiser aussi vite une action de but, ça nous arrive quand même pas si souvent que ça. Et finalement, la concrétisation précoce par rapport à d'autres matchs, c'est quelque chose qui me plaît. Le point beaucoup plus noir, c'est la tendance qu'on a à disparaître du match dans des, dans des proportions qui sont pour moi quand même encore assez inquiétantes. Parce que même si Vaduz était sur une bonne dynamique et qui sont mieux armés que nous, on n'arrête pas de dire et de répéter que ce championnat de Challenge League reste quand même assez homogène, on va dire, pour la plupart des équipes. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à profiter de cette homogénéité-là et on arrive jamais, enfin, on arrive très très rarement dans ces cas-là à profiter d'un jour meilleur que notre adversaire malgré la qualité meilleure de l'adversaire au départ. OK. Colin, tu l'as dit avant, tu as beaucoup aimé la prestation de Salim Benseghir. D'autres choses qui t'ont bien plu sur ce match, que ce soit individuellement ou dans Mmh, collectif? alors dans la prestation générale, bah, effectivement Ben Seguir, je trouvais qu'il sortait quand même pas mal du lot. Dans les rentrants, on peut aussi citer, Malik Dem, je trouve qui a fait 2 bonnes rentrées, à Ouais. la fois contre Carouge et Démé, hein, puis Malik Deme, Démé. pardon, Deme, pardon. Ensuite, bah, Koné, il a un regain de forme là. On avait des doutes après ses blessures et tout, mais c'est pas si mal ce qu'il propose. Et puis, bah, on l'a bien vu son action sur le but de Demacha, il est quand même très impliqué dans le jeu et tout. Et sinon, bah, le point positif aussi, c'est le sauvetage des Pitos. Je trouve qu'il y a eu un gros match de la défense aussi. Dans les points négatifs, les changements un peu approximatifs, honnêtement, il y a des changements. Bah, Sidibé qui nous coûte quand même un but avec 2 erreurs, et puis surtout Sidibé qui rentre dans un positionnement qu'on comprend pas trop. Il rentre dans une sorte de 10. On sait pas s'il il est 10 ou il est milieu de terrain, alors que de base c'est un défenseur central. Et tu fais rentrer Sidibé alors que techniquement, pour remplacer Seize, tu avais certainement un Altim Azemi qui aurait clairement été meilleur et qui aurait vraiment été dans le bon positionnement, je trouve. Pour moi, c'est un des changements que j'ai la peine à comprendre. Et puis, des changements toujours un peu tardifs. Fautier qui rentre à la 81e. C'est un peu tard, quoi. Donc voilà. Mmh. Varam. Alors, dans les points que j'apprécie, donc, bah, comme je l'ai dit, le premier quart d'heure, j'ai beaucoup aimé le pressing, j'ai trouvé que c'était efficace. Et puis, bah, globalement, le plan de jeu de la première mi-temps, je le trouvais cohérent. Après, ce que j'ai moins aimé, donc, bah, il y a eu, on va dire, l'état d'esprit et le plan de jeu de la deuxième mi-temps où on a en fait arrêté de jouer, puis où on a complètement donné les clés du match au fait à Vaduz. Et puis, comme l'a dit Colin, effectivement, je trouve que les changements ont été pas très très heureux. Je pense déjà que la sortie de Demassai a été une erreur, puisque Demassai, c'est un joueur qui nous donne de la profondeur. Et en l'enlevant lui, bah, on a perdu de la profondeur. Moi, j'aurais plutôt sorti Koné, voilà, parce que Koné, c'est plus un attaquant on va dire, de 16 mètres. Et je pense qu'à ce moment-là du match, on avait plus besoin d'un joueur qui bouge et surtout qui puisse faire des appels en profondeur pour faire monter l'équipe et puis pas pour simplement jouer en contre. Euh, je comprends pas cette fixette avec Sidibé en 6. Voilà, je comprends pas. Je sais pas. Peut-être c'est moi, mais je suis absolument pas fan de ce changement. Et puis l'entrée d'Abedini aussi, vraiment, on va en reparler après, mais enfin la première balle qui touche, il est à 2 mètres de Facchinetti et il fait une passe 5 mètres derrière où Facchinetti, heureusement qu'il n'y a pas
un joueur de Vaduz qui est derrière parce que sinon il part en contre. Donc ça de nouveau ralentit le jeu encore plus. Enfin voilà, j'ai trouvé que les changements étaient pas super heureux et que ça n'a pas amené la plus-value. Et je pense que au contraire, les changements nous ont encore plus tiré vers le bas, alors que là, à mon avis, c'était vers la 62e qu'il y a eu les premiers changements. Je pense que justement là, il fallait justement amener du sang neuf, du sang frais, et puis surtout mettre des joueurs qui auraient vraiment pu apporter une véritable plus-value. Et je pense que ça n'a pas été le cas. OK, alors pour ma part, je vais pas forcément redire ce qui a été dit, notamment sur j'avais aussi noté, hein, les bonnes prestations de Ben Seguir, de Deme, de Koné. On a souligné, ouais, Yoann Epito. Moi, je voulais parler, du comportement de la défense centrale. Je trouve vraiment que la paire Bergsma-Epito sur ce match a été, excellente et ils ont été excellents individuellement, mais ils sont excellents aussi parce qu'ils sont extrêmement complémentaires avec un Bergsma qui dirige et puis un Epito qui se jette sur tous les ballons, qui est vraiment présent, au duel, dans le marquage. Donc c'est une paire, qui à mon avis est très complémentaire et je suis pas loin d'affirmer que ça devrait être la paire titulaire. Si tous les joueurs au poste sont disponibles, c'est les 2 joueurs qui devraient être, alignés. Et puis, dans ce que j'ai moins aimé, mis à part ce que vous avez dit, alors je voulais compléter ce que tu disais, Varam, c'est que, la différence entre la première et la deuxième mi-temps, parce que les 2 mi-temps ont une physionomie relativement similaire en termes de possession de balle, hein. Vaduz a le ballon à peu près les 2 tiers du temps et Xamax 1 tiers du temps. Mais la grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est qu'on a arrêté de les presser haut. Et on a arrêté de les presser haut et on a été un petit peu moins large dans les marquages derrière. On n'a pas lâché non plus, mais on a été un peu moins au pressing défensif aussi. Et du coup, c'est ce qui leur a permis de se créer des occasions en deuxième mi-temps, par rapport à la première mi-temps. Il y avait plus d'espace pour construire. Alors bon, la fatigue aide aussi, hein, les défenses sont plus fatiguées, c'est plus difficile d'être concentré, à la fin du match avec la fatigue qui vient. Mais globalement, et là, les changements peuvent amener cette dynamique-là. Là, je te rejoins, Colin. Si tu fais des changements autour de la 70e, que ton adversaire il domine dans le jeu, tu essayes d'avancer, si tu fais rentrer des attaquants frais, alors ils sont frais pour les situations de contre, c'est sûr, mais ils sont aussi frais pour continuer le travail de pressing, pour empêcher l'adversaire de construire proprement depuis les bases arrières. Une défense qui doit construire en étant pressée, à moins d'avoir des défenseurs centraux de classe mondiale, eh ben, il y a de fortes chances que la construction soit pas propre et du coup, c'est, une chance d'annihiler plus rapidement les actions. Donc faire des changements plus tôt dans le match quand les joueurs offensifs sont fatigués, c'est toujours à mon avis une bonne idée. Même si, le joueur peut être encore décisif offensivement, tu dis: «Ah Demassay dans la profondeur, Koné il a fait un bon match, il y avait pas de raison de le sortir non plus». Bah, voilà, une raison de sortir des fois les attaquants, c'est d'amener des attaquants plus frais pour continuer à faire ce qu'on a bien faire sur un match. Si un plan de jeu, il fonctionne, on continue, on continue. Tant que c'est à l'adversaire en fait de trouver des autres solutions, mais tant qu'il continue à essayer de faire la même chose, on le contre de la même manière. Donc ça c'est quelque chose qu'effectivement j'ai un peu moins aimé et puis je suis étonné, je pensais que vous alliez parler de la prestation d'Omer Hagic, messieurs. Parce que, Edin Omer Hagic, alors sans avoir fait un match non plus catastrophique en soi, parce qu'il a pas eu non plus tant de travail que ça, hein, Omer Hagic. Il y a pas eu, énormément de tirs cadrés de la part de Vaduz. Mais Omer Hagic, c'était pratiquement, on va dire, un jour sans. Il a pas offert de but directement, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitations sur des phases de jeu où je me souviens en première mi-temps, une phase qui aurait pu amener presque un but, venu de nulle part pour Vaduz avec une balle en cloche et puis, il hésite: je sors pas» et au final, ben, il sort qu'à moitié et puis il a failli se créer un but, tout seul parce que l'attaquant de Vaduz, lui, y a cru. Donc voilà, c'est un miracle qu'on n'ait pas pris de but là-dessus. Mais c'est un peu un paradoxe par rapport à Omer Hagic. L'année passée, la défense était tellement perméable qu'il avait l'occasion d'être chaud directement dans le match. Enfin, j'ai pas de stats là sous les yeux, mais on prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus de tirs que cette année. Et là, Omer Hagic, cette année, eh bien, il doit trouver une nouvelle manière de fonctionner. Il a moins d'arrêts à faire, mais il faut quand même rester concentré dans le match.
et il l'a bien fait contre Carouge, mais là, contre Vaduz, c'était un match sans à ce niveau-là. Alors, il y a ce dernier arrêt à la 94e minute, on n'en a pas parlé, mais l'attaquant lui tire dessus, donc voilà, ça aurait vraiment été dommage qu'il se trouve sur cette action-là qui nous aurait à coup sûr, précipité dans la défaite. Mais voilà, des hésitations qui, en d'autres, circonstances, auraient pu nous coûter des buts. Donc voilà, on n'aime pas trop voir Omer Agic et on sait qu'il est capable de mieux que ça, en termes de prise de décision et surtout sur des balles en cloche comme ça. Edine, il fait pratiquement 2 mètres. Si on rajoute encore ses longs bras, il est là, il est au-dessus de tous les attaquants, du championnat s'il décide de sortir. Donc voilà, là, une prise de décision, un bon: je sors» et tout le monde est d'accord et puis, tout le monde est d'accord avec cette action et puis l'action s'arrête avant même d'avoir commencé parce que de nouveau, je le répète, c'était un centre en cloche un peu venu de nulle part. C'était même pas, un centre au cordeau ou je sais pas quoi donc voilà. Voilà messieurs, on a un peu fait le tour de ce match. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter? Pas pour ma Non. part. Non. Alors qui ne dit rien consent et on va passer au deuxième match tout de suite. Anthony Breza le disait avant le match contre, Vaduz, 2 gros morceaux en 6 jours pour Neuchâtel Xamax. C'est l'occasion de jauger aussi où se situe cette équipe dans son niveau de jeu et quelles pourraient être ses prétentions pour le championnat. C'était un déplacement du côté du stade municipal contre, le favori, un des grands favoris, on va dire, de ce championnat, le relégué de Super League, Yverdon Sport, hein. Yverdon Sport qui a subi beaucoup de changements forcément, hein. Quand un club descend, de Super League, il y a des joueurs qui ont encore le niveau et qui décident de rester en Super League ou d'aller dans d'autres ligues plus prestigieuses que la Challenge League. Un recrutement intelligent, à commencer par l'arrivée du coach Adrian Urcea. Ils sont allés chercher beaucoup de joueurs très intéressant. La mayonnaise doit encore prendre du côté d'Yverdon Sport, mais malgré ça, voilà, une équipe solide de ce championnat. Voilà, il y avait de quoi bien faire, hein, pour ce match. On va vous débriefer ça, dans les détails, mais malheureusement, ce match, pardon, s'est achevé sur le score de 3-1 en faveur des locaux du Nord vaudois. Alors, on va commencer par les réactions de nos auditeurs. Luigi qui nous dit: «Dommage, il y avait tout pour bien faire, motivé comme jamais, dommage», avec un smiley qui est un peu, voilà, approximatif. On a Julien qui nous dit: «Salutations à toute l'équipe de Xamcast et big up au Biggie blanc de Cortaillot, il se reconnaîtra». OK. Et puis, Grégoire qui nous dit: «Magnifique coaching encore une fois», alors avec c'est totalement ironique, hein, puisqu'il y a les smileys avec la tête qui explose et puis de la fumée qui sort du nez. Et puis P9 qui nous dit: «Déplorable, affligeant, nul». Voilà, avant de décortiquer un petit peu les occasions de ce match, messieurs, vous le saviez, hein, on a fait notre grillade à Bavois et ensuite on s'est rendu, pratiquement toute l'équipe, pour voir ce match en direct du côté du stade municipal. En tout cas, ceux qui étaient présents à la fin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, messieurs, gros sentiment de frustration. Il y avait vraiment moyen de mieux faire entre ce Neuchâtel Xamax-là et cet Yverdon Sport-là, ce dimanche. Peut-être je vais commencer par toi, Colin. Oui, il y avait moyen de mieux faire et puis c'est un peu mal commencé. Du coup, la dynamique de match était un peu négative, mais il y avait vraiment moyen de faire face à un Yverdon qui a pas non plus réalisé l'entame de saison, je pense qu'ils espéraient. Après, c'est un nouvel Yverdon avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs, donc il y a une mise en place qui doit se faire. Donc un peu frustrant pour Xamax qui aurait pu peut-être profiter un peu des faiblesses de ce nouveau Yverdon et qui malheureusement l'a pas fait et on repart bredouille sur une défaite avec 2 buts de différence. Ouais, effectivement, tu le disais, un match qui a commencé, presque de la pire des manières. Ça nous oblige, après moins de 2 minutes de jeu, à déjà revoir tout le plan de jeu de tout le reste du match. Alors, sur cette action qui amène au penalty Varane, on a vu toute la roublardise d'Antonio Marchesano et puis l'engagement qu'on aime beaucoup, hein, chez Romain Bayard, mais qui de temps en temps peut amener à un excès d'engagement et dans les 16 mètres, c'est rédhibitoire. Bah, clairement, bah, disons que,
Yverdon a commencé le match très très fort. Donc ils ont tout de suite appliqué le jeu que Adrian Urcea veut, ce qui veut dire la possession et puis récupérer la balle rapidement. Et puis ils ont fait tourner la balle vite en quelques touches et puis on s'est vite retrouvé dépassé. Marquezano s'est retrouvé en excellente position. Et puis là, Bayard a fait une faute. Maintenant, avait-il le choix de faire mieux? J'ai pas revu l'action parce que la seule fois que j'ai vu l'action, enfin le match, c'était en live sur place. Marquezano partait seul au but. Voilà, Bayard fait la faute. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, ça fait que 3 minutes que le match a commencé et, Yverdon donc commence fort. Et là, on se dit que sans faire de jeu de mots douteux, qu'on pourrait possiblement se prendre une belle volée de bois vert. Donc voilà. Ouais, effectivement, ça nous oblige vraiment à revoir, tout le match, hein. Et puis, ensuite, voilà, il y a une période, où Xamax, réagit pas si mal que ça, hein. On aurait pu penser que Yverdon allait venir très fort, mais, Xamax se crée quand même des occasions, hein, jusqu'à, on va dire dans les 20 premières minutes. Et puis, pas de conclusion, hein. Je pense sur un tir de Ben Seguir à la 12e minute qui est contré et puis, Noah Streit aussi qui cadre pas, c'était un peu avant, c'était à la 10e minute de jeu. Déjà à ce moment-là, voilà, que Xamax, ne conclut pas et puis voilà, à la 29e minute, ce qui devait arriver quand une équipe ne conclut pas, elle s'expose Heu, au deuxième but et voilà, sur ce deuxième but, Osvaldo, si tu veux en parler, on a malheureusement doublement vu un peu, dans le sens négatif, Léo Seydoux sur cette action. Ouais, après, plus généralement, s'en tirer plus sur un défenseur plutôt qu'un autre. Alors, ouais, c'est vrai que Cédou fait quand même facilement déborder. Maintenant, il y a encore une autre chose, c'est que 4 Neuchâtelois entre la ligne de but et le point de pénalty dans la trajectoire du but et un Yverdonnois seul au deuxième poteau. Ça, c'est un truc, je veux dire, même si le joueur qui déborde déborde avec trop de facilité, un surnombre pareil dans la surface avec un joueur adverse tout seul, c'est juste pas possible et ça se voit à n'importe quel, enfin ça ne se voit jamais à n'importe quel niveau décent du football professionnel. C'est vraiment des scènes et c'est des phases qui se répètent défensivement, qui se voient beaucoup trop ces temps et ouais, qui honnêtement font peine à voir parce on se demande vraiment où se trouve, ouais, enfin, où est passée la concentration de nos joueurs, quoi, sur les phases Bon, pareilles. alors oui, alors i pour moi, il y a 2 temps, hein, vraiment dans cette action. Ça commence avec la relance de Meragic. Alors la relance de Meragic, elle est pas mauvaise en soi, elle est dans les pieds de Seydoux, mais elle est dangereuse, elle est risquée. Pourquoi? Parce que en fait, au moment où Seydoux, il reçoit la balle et bien, il est un peu piégé, en fait. Il a, d'un côté, Marquezano qui est un peu en retrait par rapport à lui en direction du but et puis il a Pache qui arrive dans sa direction et puis qui est prêt à le contrer. Donc c'est vrai que là, Seydoux, il tente de jouer au plus malin avec Pache en le dribblant, mais malheureusement, Pache anticipe très bien le coup. Il a un petit contre qui lui est, favorable, mais c'est pas trop de la chance, hein. Il ouvre le plat du pied pour se mettre le ballon dans le sens de la course, donc c'est à mon avis pas dû à la chance et là, sur cette phase-là, quand il voit mais en fait, je suis pas sûr qu'il le voit parce qu'à aucun moment il regarde dans la direction de Pache. Mais là, ses coéquipiers doivent lui dire: «Ça vient» et là, c'est d'où il doit balancer une cacahuète du pied gauche. Il doit balancer une cacahuète du pied gauche parce que, ici on s'expose vraiment à une action très dangereuse. Alors après, il y a le placement de la défense, hein, comme tu le dis, Osvaldo, mais la défense, elle est en fait hors de position au début de l'action, au moment où Pache récupère. C'est pas qu'on est facile au marquage, c'est qu'on est hors de position. On a Epito, il est pratiquement au niveau de Pache. Non, c'est Bayard, Epito, il est un peu sur le côté, il se replace. Bergsma, il se replace aussi, mais on a un temps de retard sur les Yverdonnois. Après,
eh bien, le souci finalement c'est Abedini, hein. C'est lui qui doit couvrir un peu. On le voit sur l'image, il voit Sorgic, mais il le suit pas et c'est plus son positionnement à lui qui est un peu, coupable. Mais en fait, il a 2 joueurs à marquer. Il a Sorgic qui reprend le ballon et puis il a également, Camara qui était potentiellement bien placé si le ballon vient un petit peu en retrait. Donc, ouais, c'est une perte de balle très risquée au début, puis après la capacité à défendre sur des phases comme ça, où on est hors de position, ouais, et ça, là, on l'a malheureusement, c'est un peu une phase comme on a vu beaucoup la saison dernière et sur ce match, on s'est dit: «Ouf, là 2-0, 30e minute de jeu, 2 erreurs individuelles, l'équipe va craquer et puis ça va finir en correction». Donc voilà. Et puis, par contre, à la 45e minute, on est tout content parce que, là, ça aurait été, si on l'avait pris celui-là, Colin, ça aurait vraiment été le but gag de ce début de saison avec cette glissade de Bergzma. Ouais, 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 Bergzma qui se gère pas et ça aurait été encore un but de plus, ça aurait été assez compliqué. Je vois plus tr je me souviens de la glissade, mais je me souviens plus tellement de l'action, je t'avouerai Ah, Mirko. il joue un Mais ballon assez simple et en fait, au lieu de contrôler le ballon, il marche dessus quoi, tout ah oui! simplement. Ah oui! Ouais. Ouais, C'est non, mais bon. Bergzma, c'était pas son jour malheureusement, il a fait un assez bon début de saison avec nous, je trouve, mais là, c'était pas le match le plus abouti. Ouais, alors heureusement pour nous, Omer Agic, se comporte bien sur cette action. La défense se comporte bien et elle, décale, elle oblige en fait Marquezano à se décaler un petit peu sur sa droite. Ensuite, Marquezano décide d'ouvrir le pied, mais il l'ouvre un petit peu trop. Le ballon, j'ai pas vu sur le direct, je sais pas si vous l'aviez vu messieurs, mais d'après la SFL, le ballon a légèrement heurté le poteau et il est sorti en touche. Alors, on va pas se cacher, hein, avec les actions qu'a eu Xamax, il y a encore eu une grosse frappe de Ben Seguir en première mi-temps où on aurait dû au moins inscrire un but. Rentrer à 2-0, c'est déjà extrêmement sévère, mais à 3-0, ça aurait été totalement, injuste, Varane, le score à la mi-temps. Xamax, malgré le 2-0 pour Yverdon, n'a de loin pas démérité. Non, alors absolument, et c'est d'ailleurs ce qui a pesé sur le résultat final et ce qui a fait la différence, c'est que on avait regardé les stats de la ESFL à la mi-temps et on a constaté qu'Yverdon a fait 2 tirs cadrés pour 2 buts. Alors que nous, on en a cadré quand même 3. Il y a eu Ben Seguir qui a eu 2 énormes occasions à la 9e et à la 12e. On a eu Bergsma qui a fait une frappe de loin aussi Ouais, à la 35e. Une minute après, et là c'est peut-être un peu le sliding doors du match et de la mi-temps, Ben Seguir en position idéale. Malheureusement, il rate un peu son c'est ça, c'est contrôle. sur Et une puis là, c'est récupération, en fait. C'est une erreur de la défense yverdonoise, ouais. voilà, ouais, et puis là, c'est Nyakpa qui fait un retour salvateur. Mais malheureusement, là, si Ben Seguir contrôle bien, je pense qu'il est seul, il a remis et il marque. Et puis, bah voilà, bah, c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'Yverdon a été beaucoup plus malin que nous, et puis ils ont été beaucoup plus réalistes par rapport au cadeau qu'on leur a fait, alors que eux, ils nous ont fait, et malheureusement, il a manqué de justesse technique, il a manqué de sang-froid. Et puis, ben, on part à la mi-temps avec un handicap de 2 buts, alors que clairement, je pense que le résultat plus juste à la mi-temps aurait été un, un partout, voire peut-être un 2-2. Mais c'est vrai que l'handicap était lourd à la mi-temps. Mais bon, malheureusement, ben voilà, c'est une règle toute simple. Mais au foot, pour gagner, ben, il faut marquer des buts. Et on n'a pas été capable de le faire alors qu'on avait clairement la place. Mais ce que tu décris là, finalement, c'est simplement le résumé de la vérité dans le football qui se joue dans les deux surfaces. À un moment donné, si on fait des cadeaux comme ça peut être le cas sur le penalty à la deuxième minute de jeu, sur les deux erreurs répétées sur le deuxième but, et que en même temps, on rate des occasions franches, c'est simplement la dose de vérité dans les deux surfaces qui est un peu le juge de paix et qui fait un peu la loi sur le résultat d'un match de football, si je peux me permettre. Mais totalement, Il il y a, totalement, il y hein, a, je veux il y a- dire. il y a il y a quelque chose là-dedans, hein. Je veux dire, si t'es pas capable d'être tranchant, si t'es pas capable de dégager et de faire le ménage dans ta surface quand c'est dangereux, ou bien de marquer un joueur dans les 5 mètres, ou bien de commettre des fautes comme ça qui provoquent des pénaltys dans un match
qui était déjà suffisamment compliqué à aborder comme ça, parce qu'on savait très bien que ce déplacement au stade municipal allait pas être simple. Il y a eu un article dans la presse régionale cette semaine, comme quoi Yverdon avait inversé un peu la tendance du lac de Neuchâtel. C'est une réalité aujourd'hui, et c'est vrai que déjà que la montagne était compliquée à gravir, ben là, je dirais, c'est comme si on avait oublié le matériel de grimpe. Je veux dire, le penalty concédé après 2 minutes, et ça conditionne tout un match derrière. Donc forcément, si on tient à ce point-là à se compliquer la vie, Oui, effectivement. Et puis, à la mi-temps, du coup, Anthony Breza, modifie et sort 2 joueurs. Alors, Varane, on va être clair, on en a beaucoup parlé quand on a les 2 ensemble, mais toute l'équipe au moment où la composition paraît et voilà, Haris Abedini, pour l'instant, en ce début de saison, il ne nous convainc pas. Et puis, il avait été laissé au repos, en partie lors du match contre Vaduz. L'équipe a été meilleure sans lui. Et là, il a fait une première mi-temps absolument cataclysmique, comme son coéquipier Léo Sédou. Mais Léo Sédou, c'était, je dirais, son premier mauvais match. Les deux joueurs sont logiquement remplacés euh, à la mi-temps. Varane. Oui, non, alors clair et net. Et puis pour Abedini, c'est clairement, c'est presque un camouflet parce qu'il est quand même capitaine. Et puis généralement, quand on est capitaine et qu'on sort à la mi-temps, c'est quand même un signe qu'on veut lancer à l'équipe et au joueur lui-même. Mais c'est vrai que c'est d'Abedini ce début de saison, c'est plus que compliqué. On le dit et on le répète. C'est un joueur qui est très lent dans sa manière de penser, lent dans sa manière d'exécuter la construction du jeu. Il a beaucoup de peine à la construction. Souvent, c'est des passes qui n'apportent finalement rien. Même les passes les plus élémentaires, il a beaucoup de peine. Il ralentit systématiquement le jeu. Il a fait deux, trois interventions défensives intéressantes, mais c'est beaucoup trop peu pour un joueur qui normalement devrait être le taulier au milieu, qui est en plus capitaine. C'est clairement insuffisant. Et moi, je pense que Anthony Breza devrait sérieusement commencer à envisager pour lui en tout cas, beaucoup plus de bancs, parce que je pense qu'il faut qu'il se réveille, parce que voilà, la saison a commencé. C'est un joueur sur lequel le club a misé, et pour l'instant, on va appeler un chat. C'est un flop retentissant. Et en plus, avec l'arrivée de Caraco, que je trouve intéressant, il va falloir qu'il se réveille, quoi, parce que aussi on en a besoin. Donc voilà, et puis ben Sédou, il a eu énormément de peine aussi. C'est vrai, bon, en face, il avait un sacré client Pache. Et pour avoir discuté à la fin du match avec des supporters d'Yverdon, il me disait que c'était clairement le meilleur match de Pache. Donc en face, il avait un sacré client. Mais c'est vrai qu'il a été passablement à la peine. Et puis pour revenir aussi sur la fameuse action qui amène le deuxième but, donc effectivement là Sédou il est fautif parce qu'il est un peu naïf de revenir dans l'axe, mais par rapport à ce que disait aussi Matteo par rapport au replacement, c'est là qu'on voit que Johan Epito a beaucoup manqué parce que la complémentarité de la charnière centrale Bayrou Bergsma était clairement pas bonne. Oui, c'est juste, C'est, c'est pas c'est, Epito qui a joué ce voilà, match, c'est Aïrolaou, enfin en tout cas qui était titulaire, ouais. voilà, ouais. Et puis comme tu l'avais dit, Mirko, très justement, je pense que maintenant, le coach doit trancher et je pense qu'il est clair que la défense centrale doit être Bergsma et Pito, qui est clairement la paire défensive la plus complémentaire, avec un Bergsma qui est plutôt un défenseur calme, mais qui construit bien le jeu et qui est un peu le leader silencieux de cette équipe, avec un Epito qui lui a beaucoup plus de fougue, de beaucoup plus de grinta. Et je pense typiquement sur le replacement de la perte de balle de Sédou, Johan aurait pu faire quelque chose. Or là, on avait quand même deux défenseurs qui étaient quand même assez lents. Et face aux attaquants d'Yverdon qui sont quand même rapides, hein, Pache, c'est quand même une flèche. Là, je pense que Johan aurait fait du bien. Effectivement, et puis du coup, ben, c'est Saïz qui remplace nominativement Abedini. Et puis voilà, Saïz, auteur d'un début de saison canon, hein, il est pas loin d'être notre meilleur joueur, je pense,
de ce début de saison, au-delà des 3 buts déjà marqués, mais son omniprésence dans le jeu, il est déjà aussi l'auteur de quelques passes décisives. Et autant on pouvait comprendre certains choix, de laisser des joueurs au repos quand on joue le vendredi et le lundi, mais c'est un peu moins justifiable quand on joue le lundi et le dimanche de vouloir faire tourner. On a un peu l'impression que, là, Anthony Breza, pour le coup, il n'a pas aligné le meilleur 11 de base possible. Il fait des choix, mais ça s'est vu dans cette première mi-temps que, il y a des joueurs qui étaient pas à la hauteur du reste de l'équipe. Et pour en revenir à Erissa Bellini et ce que tu disais, Varam, j'ai l'impression qu'au-delà de ses qualités mais surtout de ses difficultés de ce début de saison, on a l'impression que dans son profil, c'est le joueur qui est le moins compatible avec le style de jeu qu'Anthony Breza veut faire pratiquer à cette équipe. Quand tu veux jouer en transition rapide pressé haut, tu peux pas te permettre d'avoir un milieu, relayeur, récupérateur, relayeur qui freine le jeu. C'est rédhibitoire. Si on récupère un bon ballon, la défense est un peu hors de position. Si ce joueur-là, il ralentit tout, il flingue tous les efforts de l'équipe. Donc, comme tu le disais justement, Varane, c'est à lui de prouver qu'il est capable de faire mieux que ça avec ce début de saison. C'est juste un mauvais souvenir. Mais il y a du travail pour Erissa Bedini parce que, ben, Saïs, il est très bon, Bayard, il est excellent et on espère que sa blessure soit pas trop grave. Et puis, Diogo Caraco qui arrive, ben, il est pas venu pour, chauffer le banc et couper les citrons non plus. Et je pense qu'une fois qu'il se sera acclimaté au style de jeu, aux échanges avec les partenaires, ben, il peut être un joueur extrêmement précieux dans ce rôle-là. Donc oui, Erissa Bedini doit se faire du souci pour sa place de titulaire et il sera intéressant de voir, au prochain match, contre Ville, quels seront les choix d'Anthony Breza parce que, bah, là, c'est pas juste mettre un joueur sur le banc, c'est aussi envoyer un capitaine et si, tu mets ton capitaine, déjà sur le banc du 7e match parce qu'il ne performe pas bien, bah, c'est un peu tes choix à toi qui peuvent être remis en question aussi donc on va suivre de près tout ça. Voilà, avec ces changements, ben, Xamax n'avait pas le choix, hein. Il fallait tout donner pour essayer de revenir dans le match et puis, ces 2 changements à la mi-temps sont suivis très rapidement d'un autre double, changement, Demassai qui lui aussi était sur le banc, qui remplace Streit et Jessé Autier qui remplace, Malik Démé. Déjà 4 changements, à la 54e minute. Et puis, ben, voilà, Xamax, était, gentiment dominateur dans le jeu et c'est assez logiquement, Varane, qu'on revient dans le match, à la 61e minute sur un but de notre buteur maison. Exactement. Et puis, il faut souligner que l'action est magnifique, hein, Mmh. puisque c'est un 1-2 entre Fontana et Caraco, je crois. C'est même un une Et puis, trois en fait. C'est un tic-tac-toe oui, entre, Ben Seguir, Caraco et Fontana. Ensuite, il y a une touche et puis, ouais, une belle combinaison à 3, ouais. voilà, donc autant pour moi, oui. Et puis, ben, Fontana qui va au fond, qui centre. Et puis là, ben, Demassai, le buteur remaison, au deuxième poteau, qui marque. Très, très belle action, il faut le dire. Ça, c'est une magnifique action de foot. Jouer bah, une touche de balle avec le latéral qui part dans le dos, qui centre. Et puis là, il faut souligner la prestation masterclass et XXL de Monsieur Jonathan Fontana, Mmh. qui depuis le début de la saison fait des masterclass, il enchaîne, et pour moi ça a de nouveau été le meilleur Xamaxien dimanche après-midi. Voilà, je vais m'arrêter sur lui. Il a de nouveau fait une prestation excellente, franchement, depuis un an. Il a progressé, je pense que c'est le joueur qui a le plus progressé. Et là, ça a vraiment été flagrant. Il a fait un match d'une qualité et d'un niveau vraiment exceptionnel. Derrière, c'est là qu'il a le plus progressé. C'est Mmh. que il se fait plus prendre dans le dos. Il est focus, diagonale défensive. Il revient toujours bien. Et puis devant, je trouve qu'il a aussi beaucoup progressé quand il monte, parce qu'avant, il avait cette volonté d'aller vers l'avant, mais les centres n'étaient pas toujours très bons. Et là, franchement, chaque fois qu'il allait au fond, les centres étaient parfaits, c'est tendu, c'est des centres au cordeau, c'est au millimètre. Et puis, je ne suis pas du tout surpris que c'est lui qui, au fait, amène le but, parce que de nouveau,
Il a fait une prestation magnifique et s'il continue comme ça, Ouais, s'il On continue on comme a ça, comme ouais, ça. effectivement, On a perdu Varane. je pense que, voilà, il va gentiment s'imposer comme le titulaire de cette défense, Ah, enfin sur si le je côté peux gauche. Oui, si je peux me permettre un commentaire, sur Fontana, on voyait qu'il y avait quand même moi j'ai quand même remarqué son absence face à Vaduz, hein. Face à Vaduz, il était pas titulaire. Je sais même pas si je crois pas qu'il soit rentré dans le match, mais on sentait son absence sur le côté gauche. oui, oui, clairement, hein, et quand Varane disait que, Anthony Breza doit maintenant faire des choix forts, on va aller un petit peu plus loin. Jonathan Fontana doit être le numéro un des latéraux gauche et Michael ah Facchinetti oui, le remplaçant. Sur ce qu'ils ont ah oui, montré les 2 joueurs, parce que Michael Facchinetti a eu des matchs aussi en tant que titulaire et puis c'est pas contre Michael Facchinetti, on le précise. C'est une non, décision absolument pas. pro Jonathan Fontana et je pense qu'actuellement, on se donne plus de chances d'être dangereux sur le côté gauche avec, Jonathan Fontana. Donc Non, puis, ce qui est dingue avec lui, c'est que vraiment, autant dans la phase défensive que d'offensive, il rend vraiment une copie, mais presque parfaite. Et puis, il va falloir qu'on s'inquiète parce que bah, à ce rythme-là, je pense qu'il y a des clubs de Super League et même étrangers qui vont s'intéresser à lui parce que vraiment, le match qu'il a fait dimanche était vraiment exceptionnel. À part ça, c'est sur le côté, enfin, sur le fait qu'aujourd'hui, bah, il est titulaire et Faki est remplaçant. Personnellement, par rapport aux derniers mois et par rapport aux derniers mois et aux dernières années qu'a vécu l'équipe, ce n'est pas non plus complètement. Enfin, c'est pas non plus complètement une perte d'avoir un joueur plus jeune qui justement performe à ce poste-là et réussit à être fiable sur la durée. Et puis un joueur un peu plus ancien qui est plus proche du début, de la fin de sa carrière que du début, qui peut peut-être un peu plus servir d'aboyeur dans le vestiaire sans forcément jouer. Ça s'est souvent vu dans l'histoire du foot, hein. Ce serait pas la première fois. Donc ça, c'est pas quelque chose enfin, pour moi quelque chose d'ailleurs qui serait même plutôt positif parce que malheureusement, et on adore Michael Facchinetti, mais depuis son retour au club, enfin, j'ai l'impression, moi personnellement, d'avoir plus souvent vu des prestations, des moins bonnes prestations que des meilleures. ouais, effectivement. Donc voilà, à ce moment-là, 2-1 pour, Yverdon Sport. Xamax revient dans le match. On se dit qu'il y a peut-être encore moyen d'aller chercher quelque chose et ce ne serait pas immérité sur ce match. Et puis malheureusement, cet écart d'un but va durer à peine 5 minutes. Alors on a souligné une belle action du côté de Xamax pour le 2-1. On va aussi souligner, Osvaldo, une belle action côté Yverdonois, avec, l'intenable Elias Pache à la conclusion. Oui, oui, avec cette action qui se développe sur la droite. Et puis de nouveau Pache qui la reprend ce ballon de la tête. De nouveau, franchement, pas vraiment surveillé par rapport à la qualité qu'il a à la conclusion et qui réussit à reprendre ce ballon juste devant Fabio Seitz et à fusiller Omer Agic de la tête. C'est de nouveau quoi, le repli et le repositionnement, c'est un petit peu les conséquences d'une défense qui se fait trop facilement déborder quoi, et qui n'a pas justement de science du repli depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est vrai que des erreurs pareilles face à des équipes de tel niveau, elles se payent cash. Pour moi, Puis là, j'ai fait le. c'est le marquage, quoi, qui vraiment fait Ouais. défaut. On doit suivre l'homme, Mhm. là, on doit suivre l'homme, hein, et au pire, Mhm. on est devant lui. Même si on n'est pas au marquage, mais on est un peu devant lui pour essayer de contrer la tête, ou autre, ou lui fermer un peu l'angle. Mais là, c'est effectivement le marquage. Et puis à la 75e, Varane, on s'est arraché les cheveux, hein, dans le stade. On se demande encore comment Shkelkim Demassay a pu rater le cadre.
Et oui, ça arrive même au meilleur, ça peut arriver. Donc le centre vient encore une fois au hasard de monsieur Jonathan Fontana qui de nouveau met une balle, une offrande, un petit chocolat. Et puis Demassai qui nous habitue d'habitude va la mettre au fond. Normalement c'est sans discussion. Et puis là, ben, malheureusement, au deuxième poteau, il est même, je dirais il est même presque dans les 5 mètres et il envoie la balle au-dessus, malheureusement. Et là, ça aurait pu rouvrir totalement le match puisqu'il restait un quart d'heure, 20 minutes. Et puis là, bah, on a enterré malheureusement nos derniers Ouais. espoirs. Mais bon, voilà, je pense que quand c'est pas la journée, ce n'est pas la journée. Et puis voilà, bah, le match s'est plus ou moins conclu sur cette action. Effectivement, c'est alors d'habitude, on dit souvent quand on prend un but, dans le dernier quart d'heure comme ça et qui douche les espoirs, là, c'est une action non conclue qui a douché nos espoirs. Les 20 dernières minutes, si on inclut, le temps additionnel, n'ont été que du remplissage. Pas de grosses, occasions à se mettre. La seule chose, on va dire significative, c'est, bah, c'est non, c'était même avant, hein, la blessure de Romain Baillard qui avait été repositionné en tant que latéral gauche avec la sortie de Léo Sédou et là, il a été remplacé par Yoann Nepito donc non, je me trompe, c'était même pas dans les 20 dernières minutes. Plus grand chose à se mettre, sous la dent. Yverdon qui a fait tourner et Xamax qui n'avait plus l'énergie pour aller se procurer, voilà, une petite occasion. Osvaldo, on va pas te demander ce que tu as aimé, ce que tu as moins bien aimé sur ce match. Tu étais occupé ailleurs, ce dimanche après-midi. Tu nous en diras plus dans notre prochain épisode. Tout à Mais, fait. Colin, on va quand même, faire le tour avec toi de ce que tu as bien aimé, ce que tu as moins bien aimé sur ce match. Ce que j'ai bien aimé, bah, comme l'a dit Varam, Fontana a quand même un gros investissement et puis il a bien joué, il a vraiment fait un très bon match. Euh, j'ai bien aimé quand même le pressing qu'on a mis sur Yverdon, on a quand même vu un pressing mis et puis on voyait quand même que les défenseurs d'Yverdon, ils avaient de la peine à dégager la balle à certains moments. Et ils voulaient tenter ces relances basses. Je sais pas si c'est un peu de plan de jeu d'Urcea, mais de relancer tout le temps ces relances basses. Et en fait, on mettait un pressing tellement élevé qu'ils n'y arrivaient pas. Et souvent, ça pouvait mener à des erreurs. Donc ça, je trouve que j'ai pas mal aimé. Après, ce que j'ai moins bien aimé, à nouveau les remplacements ou les joueurs pris. On nous met justement Rissa Bedini titulaire alors que bah Saïz il a fait un très bon début de saison. Je trouve pas que son placement sur le banc soit mérité. Et puis on l'a vu quoi, Abedini ça a quand même coûté quelque chose. Et puis au final il est obligé de rattraper ces mauvais joueurs qu'il a mis en titulaire en les remplaçant dès la fin de la première mi-temps. Donc moi c'est ce que moi j'ai moins bien aimé, c'est que là, il a tenté de mettre certains joueurs parce que justement, Abedin, il a quand même mis capitaine et puis il est obligé. Mais donc voilà, le choix de la compo de base était peut-être pas le meilleur sur certains joueurs. Et puis bah, les remplacements qui au final ont juste servi à compenser ces erreurs de choix. Voilà. OK, Varam, ton tour pour les on a aimé. Alors on a compris, hein, que tu avais beaucoup aimé Jonathan Fontana. Oui, effectivement, oui, oui, j'ai beaucoup apprécié sa prestation. Et puis, j'ai bien aimé, on va dire, la mentalité de l'équipe parce que je pense qu'on aurait pu lâcher et puis se prendre vraiment une roue de vélo, mais on n'a pas arrêté de jouer, on a toujours essayé d'aller de l'avant. Et même si à la fin, ben voilà, le résultat n'est pas celui espéré, on a quand même eu cette volonté de produire du jeu. Et je pense que ça, il faut saluer l'état d'esprit de l'équipe. On a fait un vrai match. On a essayé de produire du foot, de faire quelque chose d'intéressant. Puis là, bah, c'est la preuve que quand on se décide et qu'on se met au fait à jouer, bah, on peut faire de belles choses. Malheureusement, il a manqué la finalisation. Mais moi, j'ai trouvé que l'état d'esprit était très très bon et je ne suis absolument pas d'accord avec les personnes qui disent qu'on a fait un mauvais match. C'est pas vrai. On a essayé de produire du jeu. On en a produit. Malheureusement, on n'a pas mis les occasions au fond et c'est ce qui a fait la grande différence avec Yverdon. Dans les choses que j'ai moins aimées, clairement la composition d'équipe.
Je pense qu'il y avait plein de choses qui ne jouaient pas, notamment la défense centrale, ça n'allait pas. Dabedini, comme on l'a dit, ben voilà, c'est plus possible. Saïs sur le banc, clairement, c'est un choix fort peu compréhensible, vu que Fabio est clairement l'un des meilleurs depuis le début de la saison. Voilà, et puis voilà, donc en fait, il y a eu ça. Et puis voilà, bah, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Voilà, ouais, c'était vraiment une composition. Maintenant, je pense que Breza doit absolument trancher et faire des choix forts. Je crois que maintenant, on a quand même une ligne de qui est dans le coup ou qui ne l'est pas. Et il faut faire des choix forts, quitte à ce qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas satisfaits, mais c'est aussi son rôle. Donc voilà, donc je pense que maintenant, voilà, peut-être qu'il manque en termes de profondeur de banc, peut-être un milieu en plus, peut-être un ailier un peu plus percutant, un peu plus créatif. Et maintenant, bah, il reste une semaine à la fermeture du mercato, donc à voir qu'est-ce qui peut encore se passer. Mais là, maintenant, le coach doit faire des choix forts. Et puis, quitte à ce qu'il y ait un ou deux joueurs qui ne soient pas satisfaits, mais maintenant, il faut trancher dans le vif. Parce que il y a des joueurs qui avaient clairement leur place sur le terrain dimanche. Il y en avait clairement des qui devaient être sur le banc. Voilà. Et puis bah aussi peut-être souligner le manque d'efficacité, ça on a moins aimé. Et puis bah, derrière, il faut resserrer la vis en mettant surtout bah, une paire centrale défensive qui soit complémentaire parce qu'aujourd'hui, Johan Epito ne peut pas être sur le banc. C'est mathématiquement et physiquement impossible. Voilà. Ben, tu as résumé exactement, ce que je voulais dire, Varane. Bon, c'est assez logique, on en a beaucoup parlé à l'issue de ce match. Donc voilà, je vais pas me répéter, hein. L'état d'esprit dans le sens positif, la composition de base, le manque d'efficacité dans les choses un peu plus difficiles et je vraiment, je souligne, je plus vois ce que tu as dit par rapport au fait que le coach actuellement, il doit faire des choix et puis, au bout de 6 matchs, il voit aussi les tendances et on doit aligner le meilleur 11 de base possible et en l'occurrence, dimanche, il s'est pas donné les moyens d'aligner le meilleur 11 de base possible. Alors, on va nous dire: «Oui, mais vous êtes pas à l'entraînement, vous voyez pas ce qui se passe, heu, à l'entraînement». Mais on nous dit qu'à l'entraînement, tout le monde travaille bien, que la mentalité est bonne, qu'il y a personne qui triche. Donc, voilà, si c'est le cas et que les titularisations, elles sont pas, c'est pas on laisse pas des joueurs sur le banc parce que ça bosse pas à l'entraînement ou je sais pas quoi, et ben, il a pas fait jouer les meilleurs joueurs à tous les postes. Et je suis d'accord avec toi, Yoann Epito, Fabio Saiz, sont actuellement indéboulonnables de ce 11 de base. Ils sont parmi les meilleurs joueurs et pour moi, c'est extrêmement, satisfaisant de voir aussi que, pratiquement nos 3 meilleurs joueurs depuis le début de la saison et ben, ce sont des jeunes formés au club. C'est Jonathan Fontana, c'est Yoann Epito, c'est Fabio Saiz. Donc, si actuellement ils font partie des meilleurs, ils font partie des piliers de cette équipe, bah, ils doivent être sur le terrain et ils sont pas sur le terrain seulement s'ils sont blessés ou s'ils sont suspendus. C'est aussi le coach qui doit donner cet état d'esprit aussi aux joueurs à l'entraînement. Un joueur à l'entraînement, quand il sait qu'il va être titulaire, et ben, il va se défoncer aussi pour, prouver qu'il méritait d'être titulaire. Donc, voilà, on espère effectivement que, ben, voilà, je pense que déjà, en changeant l'équipe, enfin 2 joueurs, qui ont mal joué en première mi-temps, Anthony Breza a aussi vu quand même la même chose que nous parce que on aurait été coach, on aurait aussi sorti Erissa Bellini et Léo Sédou. Alors moi, j'aurais peut-être même remplacé Aïroulaou par Epito, hein, j'aurais été encore plus loin, mais c'était moins, compliqué quand même. Mais, il y a des choix à faire et on lit souvent, hein, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui disent: «Mais il y a pas de régularité dans le 11 de base», avec souvent 2-3 changements. Il y a pas de régularité dans le système de jeu qui est mis en place. Donc, maintenant le coach, il doit aussi imposer un peu ça, ses choix et il doit choisir les meilleurs joueurs pour appliquer ses choix. C'est mathématique et comme tu le disais avant, Varam, donc voilà, c'est un petit peu notre analyse, par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous aviez encore des choses, à rajouter, messieurs? Pas Non. pour ma part. Non. Non, c'est tout bon. OK, alors on peut gentiment arriver à la conclusion.
La conclusion sera assez rapide. On veut déjà, comme d'habitude, vous remercier pour votre écoute sur nos différentes plateformes. Et puis, comme je vous disais, pas de match à débriefer lors du prochain épisode et en plus de ça, eh bien, votre maître de cérémonie que je suis, sera en vacances, mais ne paniquez pas, vous aurez quand même du contenu Xamcast à vous mettre sous la dent le week-end prochain. Alors, on s'est débrouillé pour trouver un moment ensemble, les Xamcasters, pour vous proposer du contenu dimanche prochain. Mais évidemment qu'on parlera un petit peu de l'équipe nationale. Alors, je le précise déjà, l'épisode sera enregistré avant le match Suisse-Kosovo, mais vous l'écouterez après ce match-là. Donc, évidemment que tout ce qu'on discutera euh, pas en amont de ces deux matchs de ces deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, eh bien, aura été enregistré avant, hein. Il n'y aura pas de décalage par rapport à ça. Mais pour pouvoir vous proposer du contenu, on est obligé de l'enregistrer avant mon départ en vacances. Mais pour pas vous laisser trop longtemps après son Xamcast, bon, on s'est décidé à quand même le sortir en fin de semaine. On sait que vous êtes nombreux à avoir votre petit rituel du dimanche soir pour les plus courageux, du lundi matin, voire du lundi dans la journée pour la plupart d'entre vous. Donc, j'avais pas envie de vous retirer ce petit moment de plaisir, on l'espère, à écouter nos épisodes. Donc voilà, on vous proposera du contenu un peu annexe puisqu'il y a pas de match à débriefer et on vous briefera quand même, le le match qui nous opposera à une de nos bêtes noires de ces, quoi? On va dire 5 dernières années, messieurs, on peut le dire maintenant, Ville, ça fait Mhm. 5 ans qu'ils nous emmerdent, à tous les matchs ou presque? Je Oui. crois, hein. On en tout cas 4 saisons, c'est sûr. Donc voilà, ce sera l'occasion de rouvrir le compteur. Il faudrait que je refasse mes calculs, à ce moment-là. Voilà. Alors, merci encore à tous, chers auditeurs. Merci à vous, mes collègues animateurs et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye bye.